Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà entendu parler de la moderne data stack? La moderne data stack, si vous vous intéressez un petit peu à la data, aux outils qui existent sur le marché, c'est un terme marketing qui va regrouper certains outils qualifiés comme modernes par eux-mêmes et qui vont composer une stack qui vont composer une stack data d'une entreprise. Et donc, on a des entreprises qui ont créé des cartographies de stack data avec différentes catégories d'outils qui peuvent la constituer. Donc là, on a un exemple, et on a évidemment plusieurs cartes qui existent. Par exemple, la stack data de l'ère de l'IA, ou alors la stack data Open Source Edition, par exemple. Alors, qu'est-ce qui caractérise une moderne data stack? Selon les définitions qui se donnent, elle est basée sur le cloud, elle est composable, elle est, euh, elle est facile d'utilisation, elle va abstraire la complexité, etc. Tout ça, ce sont finalement des caractéristiques finalement assez classiques d'un système d'information d'une entreprise. Mais on a aussi des caractéristiques un peu plus proches des outils de data, comme les aspects de la gouvernance, les aspects de l'observabilité des données, quelque chose qui est un peu plus moderne. Et également, on voit que la plupart de ces stacks sont quand même centralisés autour d'un entrepôt de données moderne qui va permettre de stocker de larges quantités de données et de pouvoir les requêter facilement. En voyant tous ces outils et cette mode, je me suis posé la question, est-ce que chez TIDS, on a une moderne data stack? J'en ai conclu, comme le titre l'indique, qu'on a une stack data pragmatique. Pourquoi pragmatique? Alors, la stack data de TIDS ne peut pas être foncièrement obsolète. TIDS ayant une douzaine d'années, on se base sur forcément un socle technologique qui a environ une dizaine d'années. Ça ne peut pas être forcément entièrement obsolète, mais c'est pas non plus, ça ne ressemble pas non plus aux cartographies qu'on peut voir ici, puisque évidemment, c'est une stack qui s'est construite au fur et à mesure de nos besoins. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette stack data pragmatique que l'on a chez TIDS, comment elle s'est construite, comment elle se compare à la moderne data stack et ce qu'on en pense. Avant de commencer, je vais vous présenter un peu ce qu'est TIDS. Je vais me présenter un petit peu aussi. Donc moi, je suis Alban Perrier-Mercereau, je suis directeur de l'ingénierie chez TIDS. Je gère la data avec l'équipe Analytics et aussi une partie finance qui utilise ces data chez TIDS. Et je suis chez TIDS depuis 7 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est TIDS? TIDS, c'est l'inventeur du format publicitaire Outstream. Le format publicitaire Outstream, l'idée est assez simple, c'est d'intercaler du contenu publicitaire vidéo à l'intérieur d'un article de texte. Et TIDS s'est construite petit à petit en étant une plateforme publicitaire majeure de l'open web. Et donc, grâce à TIDS, les médias les plus premium de la planète vont rémunérer leur contenu et les annonceurs vont pouvoir toucher une audience de qualité. La nature du business de la publicité en ligne est beaucoup génératrice de données et notamment une chose importante dans la publicité en ligne, c'est la question de la mesure. Pour nos annonceurs, quelle était l'audience de ma publicité? Combien d'affichages de publicité ont été faites? Pour les médias, quelle est la rémunération de mon site web? Qu'on a par nature dans une entreprise comme TIDS, la question de la data est centrale et c'est par ce prisme-là qu'on a commencé à avoir besoin d'une stack data. Alors avant de rentrer dans notre stack, un tout petit peu de théorie. Alors non pas que je sois un théoricien ou que je veuille me poser en tant que référence en la matière, mais je voulais juste poser un peu quelques éléments de vocabulaire qui seront évoqués durant cette présentation. Données opérationnelles versus données analytiques. C'est quoi la différence? Tout simplement, une donnée opérationnelle va être
la donnée traditionnelle du système d'information d'une entreprise, c'est-à-dire une donnée qui va être utilisée au quotidien pour le fonctionnement même de l'entreprise. La donnée analytique, elle va être utilisée un petit peu plus avec du recul pour prendre des décisions et pour pouvoir planifier certaines opérations de l'entreprise. Et on va avoir différents systèmes, notamment des bases de données, qu'on va appeler OLTP ou OLAP, pour du traitement transactionnel en ligne ou du traitement analytique en ligne, et des bases de données associées. Par exemple, OLTP, on va avoir des bases de données telles que MySQL ou Postgre, tandis que OLAP, ça va être les data warehouse, par exemple, qui vont être adaptés à des données analytiques. Ça peut être les mêmes données. La même donnée peut être utilisée pour de l'opérationnel et plus tard être extraite dans un système analytique pour être analysée par la suite. Alors qu'est-ce qu'on a comme données chez TIDS? Je les ai catégorisées en 3 types de données. On va avoir des données, ce que j'ai appelé données opérationnelles primaires. Ces données, elles vont avoir les caractéristiques d'être plutôt utilisées en temps réel, avec des quantités relativement faibles. On va avoir un deuxième type de données qui sont les données opérationnelles dérivées. Ces données opérationnelles dérivées vont être utilisées soit en temps réel, soit en asynchrone. Et là, on va plutôt parler de grosses data en ce qui nous concerne. Et enfin, troisième type de données, les données analytiques. Les données analytiques sont plutôt utilisées en asynchrone et peuvent être de toute taille. On va avoir des petites données qui sont principalement, on va dire, les données opérationnelles primaires vont être transférées dans de l'analytique, ça va être de la petite taille, et les données analytiques qui proviennent des données opérationnelles dérivées vont être plus grosses. Alors c'est parti, je vais vous présenter un petit peu la première type de données. Qu'est-ce qu'on a comme données chez TIDS de données opérationnelles primaires? Alors, le parcours de la donnée va commencer par la visite d'un utilisateur sur un site web d'un média avec qui l'on travaille. Le site web va demander à TIDS est-ce que TIDS a une publicité à afficher pour ce site web et pour l'utilisateur qui est en train de visiter le site web. TIDS a donc un moteur d'enchères pour les intimes de la publicité, d'un système de SSP, un système de DSP, qui va permettre de dire oui ou non est-ce qu'on a une pub à afficher à cet utilisateur. Ce moteur d'enchères va avoir besoin de données pour pouvoir répondre et va demander des données dans un système de base de données transactionnelles classique tel qu'un MySQL. Dans le MySQL, on va avoir par exemple la configuration du site web, on va pouvoir avoir quelles sont les publicités qu'on a à afficher en ce moment, etc., etc. Donc on a besoin de données en temps réel pour faire fonctionner le système d'enchères, et ces données sont de relativement petite taille. Ensuite, le moteur d'enchères, si on a une publicité à afficher, on va afficher la publicité à l'utilisateur, mais ce n'est pas fini. Une fois que la publicité est affichée à l'utilisateur, on a besoin de savoir est-ce qu'elle a véritablement été affichée, puisqu'on est dans un environnement web que l'on ne maîtrise pas, donc on doit avoir des systèmes de mesure qui permettent de savoir est-ce qu'il y a eu des affichages, est-ce qu'il y a eu des clics, est-ce qu'il y a eu des scrolls, etc., etc. Donc on a tout un système de mesure qu'on va pouvoir extraire de l'affichage de la publicité. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'envoyer dans une infrastructure chez TIDS qu'on appelle le tracking. J'y reviendrai un petit peu plus en détail par la suite. Cette infrastructure, en temps réel, va mettre à jour ce qu'on appelle des compteurs de budget. Ces compteurs de budget, on les stocke sur Cassandra. Pourquoi Cassandra? Puisque ça permet de stocker des données des tailles de données assez élevées, ça peut avoir des temps de réponse assez faibles, et c'est des données qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément une très grande complexité, donc le moteur de Cassandra est très adapté pour ça. Donc grâce à ces compteurs de budget, le moteur d'enchères va pouvoir réagir en temps réel à l'affichage de la publicité pour pouvoir prendre des décisions, en plus des données transactionnelles de type, par exemple, le budget d'une campagne a été atteint, on a atteint l'objectif de la campagne, donc on va arrêter de continuer à diffuser cette campagne de publicité, par exemple. Comment la donnée dans MySQL est mise à jour? Ça, c'est assez classique. On a des applicatifs qui vont mettre à jour les bases de données. Donc, on a
une application de gestion des campagnes publicitaires qui vont produire les données dans le MySQL. Par nature, le moteur d'enchères gère de hauts volumes de données et des millions d'appels par seconde, je crois. Et ce moteur d'enchères, grâce à notre infrastructure cloud, on va pouvoir le faire scaler et ça va bien fonctionner. Malheureusement, un moteur de base de données comme MySQL n'est pas forcément adapté à ce genre de scale, c'est pas ce qu'on lui demande. Il est adapté plutôt à des applications de type back-office pour pouvoir mettre à jour cette donnée, et on a besoin des capacités de transaction de MySQL, mais par contre, c'est pas vraiment adapté à notre moteur d'enchères qui peut contenir des centaines d'instances. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a tout simplement mis une couche de cache. Pour ça, on utilise Redis. Donc Redis va avoir à peu près la même quantité de données que MySQL, mais Redis est un système de cache avec in-memory qui est beaucoup plus adapté à notre moteur d'enchères, puisqu'il va scaler, il va être résilient, etc. Et la mise en cache des données pour les mettre de MySQL à Redis, c'est tout un sujet. Je ne vais pas détailler par la suite, mais on a des composants qui vont charger les données de MySQL vers Redis. Donc voilà pour les données opérationnelles primaires. Maintenant, on a les données opérationnelles dérivées. Donc on part de la même base technique, mais le moteur d'enchères va avoir besoin d'autres types de données qui ne peuvent pas être faites en temps réel. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on le fait chez TIDS. On va partir du tracking, et là on va avoir un système beaucoup plus asynchrone qui va se reposer sur Kafka cette fois. Donc le composant de tracking va mettre à jour une queue de message Kafka. Cette queue de message Kafka va être déversée dans S3 grâce à un composant qui est Kafka Connect. Et ce S3 va être l'équivalent de notre lac de données. Et ces données S3, chez TIDS, sont lues par un groupe de composants qui sont EMR et Spark. Donc EMR, c'est un moteur d'exécution qui permet de manager des applicatifs de type Hadoop, Spark, etc. Et Spark, un framework open source bien connu, qui permet de faire du calcul distribué sur des grandes quantités de données. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette infrastructure Spark? On va calculer des choses et avoir une boucle de feedback pour mettre à jour le moteur d'enchères. Donc, par exemple, si on veut pouvoir optimiser certaines campagnes si l'objectif de certaines campagnes est que les utilisateurs cliquent sur la publicité, on va pouvoir, par exemple, apprendre de ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que certains utilisateurs cliquent plus que d'autres? Est-ce que certains sites web sont plus propices à du clic? Donc on va pouvoir apprendre avec des modèles de machine learning grâce à ces données dans Spark pour pouvoir ensuite les redonner au moteur d'enchères et pour que le moteur d'enchères puisse apprendre de ça. Et ça permet d'optimiser notre business, de mieux répondre aux objectifs de nos clients, de réduire les coûts, etc., etc. Donc voilà, en 2 mots pour les données opérationnelles dérivées. Je ne vais pas non plus trop détailler ce sujet-là. Il y aurait beaucoup à dire sur les nombreux jobs qu'on a dans Spark. Je vais plutôt parler du 3e type de données qu'on a chez TIDS, qui sont les données analytiques. Donc les données analytiques, ça part de la même chose. Donc on a la publicité, on met les données sur S3 et on peut les lire dans Spark. Qu'est-ce qu'on en fait à partir de là? On va les mettre dans notre entrepôt de données. Notre entrepôt de données va servir à différents cas d'utilisation qui sont de la visualisation de données et des exports. Je vais détailler un petit peu plus parce que c'est mon domaine de compétence. Je vais détailler 3 endroits. La partie du tracking, la partie entrepôt de données et la partie visualisation et export. Donc à chaque fois qu'il y a des petits lapins blancs, on les suit, comme Alice. C'est parti pour suivre le lapin blanc côté tracking. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant côté tracking? Pour l'instant, je n'ai pas trop détaillé. On a eu un problème de résilience sur le tracking. Donc comme vous voyez, le tracking, il a pour objectif de mettre
des données dans un cluster Kafka qui sont ensuite mises à disposition dans S3 pour deux types de données, pour deux types d'utilisation, des utilisations opérationnelles d'une part et d'utilisation analytique d'autre part. Malheureusement, les données qui sont émises par la publicité en elle-même, donc par finalement le navigateur qui affiche une publicité, ces données sont assez brutes parce qu'en effet, on est dans un environnement qu'on ne maîtrise pas vraiment, c'est les devices, les utilisateurs. Donc dans cet environnement, on ne peut pas mettre la totalité de la donnée, et puis de toute façon, ça serait contre-productif de mettre des messages trop gros dans ces événements qui sont émis là. Donc on a des événements qui sont très bruts, mais on va avoir besoin d'enrichir ces événements, de leur donner beaucoup plus de sens grâce à des données qui sont à l'intérieur de notre infrastructure. Et vu qu'on a, comme vous voyez, un embranchement qui va se passer après les avoir mis dans S3, on a besoin de les enrichir au moment, en temps réel, au moment où elles sont traquées. Quel type d'enrichissement on a? On va vouloir ajouter de la logique métier. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on a la géolocalisation. C'est très important pour nos clients qu'on leur prouve que la publicité a été affichée dans tel ou tel pays, puisque voilà, quand Nike en France fait une campagne pour des publicités pour des chaussures, on veut faire une campagne en France et ils ne veulent pas spécialement afficher ça, par exemple en Allemagne, puisque peut-être que la publicité est en français tout simplement. Donc qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit prouver que l'affichage publicitaire s'est déroulé en France. Comment on peut savoir ça? Grâce à l'adresse IP. Donc on a des bases de données d'adresse IP qui nous permettent d'associer une adresse IP à un pays. Donc on va récupérer le pays grâce à l'adresse IP et retirer l'adresse IP des événements, puisque l'adresse IP ne nous intéresse pas pour la suite des opérations. Un deuxième exemple, c'est de pouvoir détecter quel est le type de matériel que l'utilisateur a. Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que c'est un ordinateur? Est-ce que c'est un iPhone, un Android, etc. Donc grâce au User Agent, qui est la fameuse chaîne de caractères donnée par les navigateurs, on va pouvoir en déduire certaines de ces informations et donc enrichir l'événement. Il n'y aura pas plus uniquement le User Agent brut, mais on aura le type de device, le type de système d'exploitation, etc. Et ensuite, on va enrichir ça avec des tables de dimensions. Je vous donnerai un petit peu la théorie plus tard, mais l'idée, c'est on a des informations dans notre base de données auxquelles on peut rattacher à cet événement. Donc on va pouvoir, encore une fois, enrichir cet événement. Là, on s'est rendu compte qu'on avait un problème, puisque ce composant de tracking a une criticité, c'est un des composants les plus critiques de TIDS, pour la simple et bonne raison que si on ne traque pas, si on ne peut pas savoir combien d'affichages publicitaires on a réalisé, on ne peut pas les facturer à nos clients. Si la publicité n'a pas été traquée, la publicité n'a pas eu lieu, donc le client ne nous facture, on ne peut pas facturer le client, donc en fait on perd de l'argent. Donc ça c'est pour ça qu'on a besoin que le tracking soit un des composants les plus stables, puisque si on ne traque pas, ça sert même pas, ça aurait servi à rien d'afficher cette publicité. Donc on a besoin que le tracking ait un uptime très élevé. Mais malheureusement, c'est un petit peu antinomique avec l'ajout de tous ces enrichissements en temps réel, puisque qui dit logique métier, dit de nombreuses contributions, dit un risque d'ajouter quelque chose qui va casser. Puis comme vous voyez, ça fait appel à des services externes, des bases de données externes, etc. Et donc plus on rajoute des dépendances, plus on rajoute des raisons pour ce composant de tracking d'être en panne, tout simplement. Donc on a finalement choisi de séparer ce composant de tracking en deux parties. La première partie qu'on a appelée le collecteur, qui va faire, comme son nom l'indique, collecter les événements uniquement et ne faire aucun enrichissement. Donc le collecteur collecte les événements et les sauvegarde dans Kafka. C'est son seul rôle. Et donc, comme vous pouvez imaginer d'un service comme ça, on ne le met pas à jour très souvent. On a peu de code, donc peu de bugs, donc une stabilité accrue. Et c'est vraiment ce composant-là qui doit être toujours disponible 100% du temps. Et on a ajouté un deuxième composant qui va se nourrir du Kafka, enrichir l'événement avec tout ce dont je vous ai parlé. On en a profité pour mettre un framework de traitement de données en temps réel qui est Flink,
qui permet de faire des belles choses. On fait aussi, par exemple, de la déduplication en temps réel, etc., etc. Donc là, c'est un composant qui est plus lourd, qui a plus de risques de tomber en panne. Mais si le composant s'arrête, c'est pas grave, puisque le collecteur va pouvoir continuer à écrire dans Kafka. On a des clusters Kafka qui sont suffisamment gros pour pouvoir encaisser des messages pendant plusieurs jours, au cas où le moteur d'enrichissement soit éteint. Et on peut enrichir de façon asynchrone. Donc on a résolu ça. On a résolu notre problème de résilience du tracking pour avoir à la fois de la résilience, mais aussi de nombreuses fonctionnalités et des dépendances vers des systèmes externes, en découplant les responsabilités du tracking. Voilà pour le tracking. Je vais maintenant suivre le lapin du côté de l'entrepôt de données. L'entrepôt de données, on a commencé avec Cassandra. Cassandra qui n'est pas vraiment une technologie d'entrepôt de données, mais on a commencé comme ça, puisqu'on avait au départ un besoin assez simple de pouvoir avoir certaines métriques de reporting, donc par exemple le nombre d'affichages publicitaires, etc. Et on s'est assez tôt, on a assez tôt vu des problématiques de quantité de données, donc Cassandra étant utilisé pour d'autres cas d'utilisation, on avait commencé comme ça. Malheureusement, on s'est rendu compte assez vite qu'on avait des problématiques de la donnée qui commençait à devenir de plus en plus complexe, avoir de plus en plus de propriétés, de dimensions, et puis les requêtes dont on avait besoin devenaient elles-mêmes de plus en plus complexes. Et Cassandra n'est pas une base de données qui est vraiment faite pour agréger, pour faire des requêtes complexes. Hein. Ce n'est pas un moteur de SQL qui est très, très complet. Donc ça nous nécessitait de décharger ces données dans Cassandra, de faire beaucoup de traitements après coup qu'on faisait dans des jobs Spark un peu complexes. Ce n'est pas vraiment adapté. Donc il y a 7 ans, on a choisi de migrer ce Cassandra sur BigQuery. Donc BigQuery, donc une technologie d'entrepôt de données, qui là apportait à la fois de la puissance, c'est-à-dire que c'est une technologie qui peut vraiment faire du calcul distribué et ingérer une grande quantité de données et traiter une grande quantité de données, avec des requêtes beaucoup plus complexes, avec du SQL, un SQL plutôt standard qui permet de faire pas mal de choses. Et ça nous a permis de... L'avantage, c'est aussi que BigQuery stocke les données, mais aussi est capable de les traiter. Donc on est capable d'abord stocker les données brutes, et je vous verrai par la suite, ensuite les enrichir et faire des traitements à l'intérieur du moteur de base de données. Et donc on avait choisi au départ d'utiliser Dataflow pour transférer les données de notre infrastructure AWS et de brancher Dataflow directement sur Kafka. Si vous avez suivi le talk à 14h de mon collègue Mathias, Dataflow branché à Kafka, on a eu des problèmes de scalabilité à cause du VPN qu'on avait entre AWS et GCP. Donc on a résolu ce problème en supprimant le VPN et en branchant Dataflow directement sur S3. S3, l'avantage, c'est que S3, il y a des endpoints publics, donc on n'a pas besoin de VPN pour faire transiter la donnée entre AWS et GCP. Et aussi S3, vu qu'on a plusieurs petits fichiers sur S3, ça nous permettait de beaucoup plus paralléliser que d'appeler Kafka directement. Et ensuite, on a itéré, on s'est rendu compte que d'une part, Dataflow et Spark étaient un petit peu redondants, et en plus, notre job Dataflow, on avait des problèmes qui ne sont pas spécialement la faute de Dataflow, mais la faute de la manière dont on stockait nos données, et on s'est rendu compte qu'en fait, utiliser Spark directement pour écrire dans BigQuery fonctionnait très bien, et ça avait l'avantage de réutiliser une grande partie de notre infrastructure et de l'outillage autour de Spark. Donc maintenant, c'est Spark qui est chargé de déverser la donnée de notre infrastructure AWS vers BigQuery. Donc voilà pour la mise en place de BigQuery. Et je vous détaillerai un petit peu plus par la suite comment fonctionne BigQuery. Et enfin, la visualisation et les exports de données. Parce que c'est le plus important finalement pour une entreprise. On est content de faire de la tech, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour des usages internes et pour nos clients. Donc on a 3 types d'utilisation, je dirais, pour ces données. Le premier type va être de la visualisation de données intégrée dans nos produits.
dans nos produits qui sont à destination de nos clients. Là, on a des contraintes on veut que on a des contraintes de, on va dire, de qualité et voilà, vu que c'est des produits qui sont exposés à nos clients, on veut que les données soient qu'on ait des belles interfaces, et donc pour ça, bon, on a des équipes qui s'occupent de créer ces interfaces, mais on veut aussi que les données soient chargées rapidement. Donc on va avoir des problématiques d'agrégation de ces données pour que quand l'utilisateur ouvre une page web, qu'elle se charge en moins d'une seconde idéalement. Ensuite, on a des exports de données. Malheureusement, on a beau créer les plus belles interfaces du monde avec des beaux graphes, etc. Nos clients raffolent de CSV et de Excel et d'API, puisque certains gros clients se fichent assez pas mal d'aller se loguer tous les jours sur nos interfaces web pour récupérer leurs données. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'automatiser ça pour aller aspirer ces données et les mettre dans les environnements dans lesquels ils sont habitués, donc leur informatique décisionnelle, etc. Donc les clients sont beaucoup consommateurs d'API et d'export de données brutes. Et enfin, le troisième usage, c'est un usage interne, mais qui est critique, c'est l'informatique décisionnelle, la BI pour l'anglicisme. Donc on maintient tout un set d'outils qui permettent de prendre des décisions en interne, et je vous expliquerai comment ça marche. Je vais vous donner quelques exemples. Donc ça, c'est un exemple d'une appli d'écran et de visuel qu'on met à l'intérieur d'une application. Donc ça, c'est une application qui s'appelle Teats for Publisher. Donc c'est à destination des médias qui travaillent avec nous. Et les médias veulent optimiser leurs revenus, optimiser la rémunération de leur contenu. Donc ils veulent savoir combien ils ont gagné précédemment. Ils veulent pouvoir avoir différents axes d'analyse par site web, par device, etc., pour pouvoir optimiser la manière dont ils travaillent avec nous et gagner plus d'argent. Un exemple d'export, ben voilà, dans Teads Ad Manager, qui est un autre outil qui est à destination des annonceurs qui vont configurer des campagnes. Eux, ils veulent du reporting, ils veulent pouvoir avoir, comme je vous disais, des fichiers Excel. Donc, ils vont avoir des interfaces comme ça pour pouvoir configurer exactement les métriques dont ils ont besoin, les dimensions, quelques configurations. Et ça finit dans des rapports Excel comme cela, avec les données brutes. Et ensuite, ils peuvent eux-mêmes faire ce qu'ils veulent avec. Donc, Excel, ça se finit souvent dans des TCD ou importé dans leurs outils de visualisation ou directement envoyé par mail à leur management. Et enfin, en interne, la BI. Donc ça, c'est un exemple de Looker, qui est notre plateforme de BI et qui nous permet de faire de la visualisation de données. Donc un exemple, voilà un exemple d'un dashboard qui est très utilisé, qui permet à l'intérieur de l'entreprise de monitorer le chiffre d'affaires journalier par bureau, par marché, etc. Et quelles sont les différentes répartitions en fonction de nos produits, de nos business units, etc. Donc ça, on a des centaines de dashboards comme ça qui permettent à tout le monde dans l'entreprise de prendre des décisions, que ce soit le leadership, mais aussi toutes les équipes dans tous les métiers différents de l'entreprise. Donc 3 types de cas d'utilisation: des produits à destination de nos clients, des exports de données et de l'informatique décisionnelle. Un peu de théorie, c'est mon dernier slide de théorie. Il y a plusieurs types de données analytiques, les données de dimension et les données de fait. Les données de dimension, je vous en ai parlé, c'est celles à partir desquelles on va enrichir nos événements. Et d'ailleurs, les événements, ce sont les données de fait. Donc dans le monde analytique, on va souvent avoir, en tout cas en ce qui nous concerne, tous les événements dont je vous parlais qui viennent de la publicité, ce sont des données de fait. Ce sont des événements qui ont eu lieu, qui décrivent qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, il y a eu un affichage publicitaire, il y a eu un clic, etc. On peut appeler ça aussi des données de série temporelle ou des métriques. Les données de dimension, en général,
ça va être plutôt les données qu'on va avoir dans nos bases de données traditionnelles, telles que nos fichiers clients, etc. Et on va pouvoir associer des métriques à des données de dimension pour pouvoir associer des propriétés à ces métriques. Donc en termes de modélisation de données dans un entrepôt de données, on va avoir souvent des modélisations de type modèle en étoile. On va avoir notre table de faits au centre et qui va être jointe avec une ou plusieurs tables de dimensions. Et on a le modèle un petit peu dérivé de cela, c'est le modèle en flocon. On va pouvoir avoir peut-être des sous-dimensions qui sont associées à ces tables de dimensions. Donc, si je vous donne un exemple, chez TIDS, en table de faits, on va avoir par exemple la liste des affichages publicitaires. Et en dimension, on va pouvoir attacher à ces affichages publicitaires toutes les propriétés qu'on a dans nos bases de données. Est-ce que c'est associé à des campagnes de publicité, à tel site web, à tel navigateur, à tel système d'exploitation, etc., etc. Donc voilà pour la théorie, on a des faits et des dimensions. Ces faits, justement, ils vont atterrir dans BigQuery. Donc le petit logo Spark, c'est le tracking, c'est les données qui arrivent dans BigQuery. Ces faits-là arrivent dans une table très brute. Donc on a une approche qu'on va appeler ELT, Extract, Load, Transform, qui est un dérivé des classiques ETL. C'est-à-dire que des entrepôts de données comme BigQuery peuvent stocker et processer des grandes quantités de données. Donc c'est très pratique en fait de charger toutes les données et de les modifier ensuite. Donc on charge toutes les données dans BigQuery. Et ensuite, on va avoir différents jobs qui vont processer ces données et par exemple les agréger. Donc par exemple, et là pour ça, on va utiliser DBT, qui est un framework qui s'appelle DBT pour Database Transformation. C'est un framework qui va vous aider à générer du code SQL et à le modéliser pour pouvoir faire des transformations avec une source BigQuery et une destination BigQuery. Donc, la source, c'est les données brutes dans BigQuery, et la destination, là par exemple, on va pouvoir avoir des agrégations horaires. Toutes les données d'une même heure, on va les mettre dans une table ou dans une partition de données, et on va pouvoir enchaîner ces jobs-là. Donc par exemple, on va pouvoir avoir une agrégation journalière à la fin de la journée pour encore plus compresser la donnée. Tout ça dans le but de pouvoir la requêter plus rapidement et de la stocker plus long terme, puisque les données brutes, on ne va pas pouvoir les stocker indéfiniment, parce que ça coûte très cher, puis ça pose aussi des problèmes de confidentialité de la donnée. Mais on a aussi dans notre entrepôt de données des données de dimension. Donc des données de dimension qui proviennent par exemple de nos bases de données MySQL. Donc là, on va faire une copie de nos données MySQL. Par exemple, nous, on le fait toutes les heures. On va copier l'intégralité de nos données dans MySQL et on va les mettre dans BigQuery. Donc, dans BigQuery, on va avoir les données de fait, les données de dimension qui vont cohabiter. Et d'ailleurs, si on reprend un peu la théorie, là, par exemple, les données MySQL, c'était des données opérationnelles. Elles étaient utilisées en tant que données opérationnelles pour faire fonctionner nos sites web, pour faire fonctionner les outils de gestion de campagne, etc. Mais quand elles se retrouvent, ces mêmes données, dans un entrepôt de données comme BigQuery, ça va devenir des données analytiques. C'est la même donnée, mais on va l'utiliser différemment, on va la stocker différemment, etc. Donc dans BigQuery, on a ces deux types de données, et on a chez TIDS un composant qui s'appelle le reporting, qui va être un peu l'API pour pouvoir faciliter le querying de ces données. Et le reporting va faire un peu comme ce que vous avez vu ici, il va comprendre ce modèle, il va comprendre les jointures qu'il y a besoin de faire, et donc si on veut si on a une question, entre guillemets, à poser au reporting, j'aimerais le nombre d'affichages publicitaires par site web, il saura le faire, il va pouvoir joindre les affichages publicitaires avec les sites web et nous donner ce genre de données. Qu'est-ce qu'on en fait de ce reporting? On va voir, comme je vous ai dit, il y a trois types d'utilisation. L'informatique décisionnelle, donc le décisionnel, on avait un outil qui s'appelait Chart.io. Et Chart.io, on avait décidé de brancher directement à Redshift, qui est finalement une autre technologie d'entrepôt de données. Et dans Redshift, on va stocker ce qu'on appelle des data marts. Alors, qu'est-ce qu'un data mart? Encore un petit peu de théorie. Un data mart, c'est un sous-ensemble de l'entrepôt de données qui est destiné à un cas d'utilisation précis. Donc finalement, c'est une réagrégation encore de ce qu'on a, destiné à
à un cas d'usage précis, donc par exemple à un ou plusieurs dashboards à l'intérieur de notre plateforme de BI qui était Chartio. Pourquoi on a choisi Redshift en plus de BigQuery? Historiquement, pour deux raisons. Historiquement, il y avait une question de latence. On avait besoin de garantie que les queries pouvaient répondre sous un certain temps, par exemple en moins d'une seconde, ce que BigQuery, au moment où on l'a mis en place, il y a 7 ans, n'était pas vraiment capable de faire, puisque BigQuery, c'est fait pour faire des grosses requêtes, mais pour faire des requêtes qui ont la garantie de tourner en moins d'une seconde, ce n'était pas vraiment adapté. Et ensuite, il y avait aussi le nombre de requêtes concurrentes que ce genre de base de données était capable de faire. Chacune, que ce soit BigQuery ou Redshift, était souvent limitée à environ 100 requêtes concurrentes qui tournent en même temps sur le moteur de base de données. L'avantage avec Redshift par rapport à BigQuery, encore une fois à l'époque, c'est que Redshift, on pouvait facilement créer des différents clusters et donc finalement augmenter le nombre de requêtes concurrentes que l'on pouvait faire à moindre coût chez Redshift, puisque le coût d'entrée de Redshift est plutôt faible. On peut commencer à avoir quelques serveurs pour une centaine de dollars par mois. Et donc Redshift, on a commencé à écrire des data marts dedans et à avoir un cluster Redshift par cas d'utilisation. Donc la BI dans un premier temps, puis après les différentes applications web, comme je vous avais cité précédemment. Une application web pour les médias avec qui on travaille va avoir son set de data marts sur Redshift et l'application pour nos annonceurs pour configurer les campagnes et suivre ce qui s'est passé va avoir un autre cluster Redshift. L'avantage du reporting, c'est qu'il est capable finalement de générer à la demande des tables qui sont adaptées aux besoins. On ne va pas avoir les mêmes data marts dans les mêmes clusters, puisque c'est finalement la deuxième propriété d'un data mart, c'est que non seulement c'est un sous-ensemble de la donnée, mais en plus il est vraiment adapté à un métier précis. Donc évidemment, la donnée destinée à un média n'est pas la même que la donnée destinée à un annonceur. Et plus la donnée est petite, plus la donnée est faite pour un cas précis, plus elle est d'une part rapide à lire, donc on a des meilleures performances, mais aussi elle est plus simple à utiliser, puisque si on a toutes ces abstractions, c'est aussi pour faciliter les contributions finalement et avoir des données qui sont plus simples à utiliser. Et enfin, le troisième cas d'usage que le reporting est capable de faire, c'est des exports Excel. Le reporting est capable aussi, grâce à des interfaces utilisateurs que je vous ai montrées, de générer des rapports Excel ou CSV à la demande. Donc voilà pour la manière dont on consomme les données dans notre data warehouse. On va suivre un dernier petit lapin qui est l'informatique décisionnelle et comment on utilise ces données pour de la BI chez TIDS. Donc comme je vous ai dit, on a Chartio. Chartio, c'était un outil de visualisation de données qui permettait très simplement, grâce à une requête SQL, d'afficher des différentes visualisations, des graphes, des pie charts, un peu tout plein de choses. C'est très facile de commencer. Et comme je vous ai dit, donc il était branché à Redshift avec des data marts. Donc les data marts chez nous, c'est une table qu'on met dans une base de données Redshift et qui permet d'avoir principalement nos données de fait. Et on avait également nos données de dimension qui étaient là, elles aussi, donc comme je vous l'ai dit, dans BigQuery, mais aussi dans Redshift, puisqu'il est utile quand même parfois pour de la BI de faire des jointures entre les faits et les dimensions. Maintenant, la BI, c'est pas mal de choses pour prendre des décisions, on a besoin de tout type de données. Donc on a différents types de données qui se sont rajoutés, principalement dans BigQuery, puisque BigQuery est puissant, BigQuery est facile d'utilisation, etc. Donc on a des données qui sont retrouvées uniquement dans BigQuery et qui n'étaient pas spécialement disponibles dans Redshift. On s'est retrouvé à brancher Chartio à BigQuery en plus de Redshift. Chartio, c'était simple de brancher plusieurs sources de données, c'était même simple de merger, de fusionner ces sources de données à l'intérieur de l'outil, donc ça marchait bien. On a aussi des utilisateurs avancés qui font de la BI, de l'analyse de données, directement en SQL. Parce que le langage SQL, c'est quand même très puissant pour ceux qui le connaissent. Donc, on avait beaucoup d'utilisateurs qui faisaient du SQL directement. Et là, BigQuery par rapport à Redshift gagne haut la main, puisque BigQuery a une super interface web qui est très intégrée dans les produits Google et qui
permet très facilement d'exposer la donnée de façon simple aux utilisateurs finaux. Là où Redshift, on a besoin en général d'un client ou même d'un VPN pour se connecter à l'instance Redshift. La sécurité, la gestion des utilisateurs est plus compliquée à faire, donc on préférait donner des accès directs à BigQuery plutôt que Redshift. En plus, souvent c'est plus rapide. Donc on s'est retrouvé avec cette complexité-là et un événement qui est apparu en 2021. On a reçu ce mail en mars 2021. On avait bouclé la roadmap de l'année, on était prêt à commencer l'année, on était très contents. Et là, Chartio nous annonce qu'ils sont rachetés par Atlassian, bonne nouvelle, et ils ferment leur service dans 1 an. Super. On s'est retrouvé donc devant le fait accompli à devoir changer d'outil en 1 an. C'est un projet passionnant. On pourrait passer du temps à raconter comment ça a marché. Mais bon, long story short, on n'a pas eu d'extension de deadline et on a dû changer. Donc, on a fait un projet d'1 an qui a été de choisir une nouvelle plateforme de BI. C'était une bonne opportunité puisque Chartio n'était plus vraiment adapté à une entreprise de la taille de Tids. Et on a migré la totalité de notre contenu. Donc, on a choisi Looker. On a choisi Looker qui a remplacé Chartio. Malheureusement et heureusement, Looker un des points faibles de Looker, c'est qu'il n'est pas vraiment capable de faire des jointures entre deux sources de données. Looker délègue la totalité du calcul et des jointures à un moteur de base de données. Donc on a dû choisir entre BigQuery et Redshift. Pour pas mal de raisons, on a choisi BigQuery. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte que le reporting sache écrire des data marts dans BigQuery. Et finalement, on avait tout ce qu'il fallait pour supprimer Redshift. C'est facile à dire, mais voilà, encore une fois, ça a pris pas mal de temps. Mais l'un dans l'autre, ça a permis quand même de simplifier tout ça et d'avoir un seul moteur d'entrepôt de données qui est BigQuery et d'avoir toute notre BI dessus, que ce soit Looker, la visualisation de données, et les requêtes SQL directement dans BigQuery. Donc petit à petit, comme vous voyez, on est passé de quelques données dans Cassandra à un entrepôt de données BigQuery avec non seulement une source de données historique qui était les affichages publicitaires, mais on a plusieurs types de données qui sont remplis dedans. Et maintenant, BigQuery ressemble de plus en plus à un véritable entrepôt de données d'entreprise qui devient une source unique qui permet d'être la source de données primaire à notre plateforme de BI. Il y a encore un lapin. Je vais vous raconter un petit peu plus qu'est-ce qu'apporte Looker. Parce que Looker, comme je vous ai dit, ça a été une belle opportunité pour faire quelque chose de plus puissant et de préparer la plateforme BI pour les 10 années à venir chez Tids. Donc qu'est-ce qu'apporte Looker? Donc Looker se base sur BigQuery, notre entrepôt de données. La grande particularité de Looker, c'est qu'il apporte une couche de modélisation sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une abstraction de la donnée à l'intérieur de Looker et qui permet d'avoir une API simple pour pouvoir demander à Looker des données de façon, on va dire, de façon business. Et donc on va demander à Looker d'avoir des métriques, des dimensions, etc. Et Looker va être capable de générer une requête SQL qui va parler directement à BigQuery. Looker a pas mal d'autres avantages, notamment la facilité d'avoir une gouvernance centralisée et de pouvoir notamment mettre la définition de cette couche de modélisation dans Git, et donc il nous permet d'avoir nos process de développement habituels qu'on aime bien pour pouvoir avoir des revues de code, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de cette couche de modélisation? On a deux cas d'utilisation. De la visualisation, donc des dashboards à destination de tout le monde dans l'entreprise, et une interface d'exploration qui permet aux utilisateurs un petit peu plus avancés d'aller utiliser cette couche sémantique de données. Donc on n'a pas besoin de connaître SQL pour pouvoir faire des analyses avancées. Grâce à Looker, on a une interface d'exploration qui nous permet de faire pas mal de choses, dont créer évidemment des visualisations et des dashboards.
Donc voilà pour la stack data pragmatique de TIDS. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est une moderne data stack? Comme vous pouvez voir, oui et non, il y a des choses modernes, il y a des choses intéressantes. Il y a pas toutes les, euh, toutes les belles choses qu'on a dans une moderne data stack et tous les beaux logos qu'on peut avoir sur ce genre de schéma. Mais si on fait un petit peu le bilan, on se rend compte que oui, on a quand même le cœur de notre stack data qui est moderne, donc avec l'entrepôt de données BigQuery, DBT pour faire les transformations. On a le cœur de notre stack qui correspond quand même beaucoup à ça. La partie event stream qu'il y a sur la gauche, alors on a des événements qui sont très propres à notre infrastructure et qui sont très, très spécifiques, avec notamment des gros volumes de données. Donc cette partie-là, elle a été faite maison. On n'a pas spécialement des outils sur étagère, mais on va dire on a l'équivalent. Et la BI avec la plateforme Looker qui rentre très bien dans cette définition de la moderne data stack. Un des points d'amélioration, une des choses qu'on va faire dans les prochaines années, c'est toute la partie gouvernance et monitoring. Euh, Par exemple, là sur le logo, on a Atlan qui est un des acteurs. Atlan, c'est un outil qui fait des data catalogues. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Pour le moment, on n'en a pas trouvé qui correspondent vraiment à nos besoins, mais en tout cas, c'est un besoin qu'on a de documenter la donnée, d'avoir des outils qui permettent d'explorer la donnée et puis de mieux comprendre ce que c'est sans avoir besoin de connaître la totalité de notre stack. On peut quand même dire qu'en termes de monitoring, on utilise DBT Elementary Data, qui est un framework finalement de tests basé sur DBT qui permet d'avoir de l'alerting ou des tests basés sur le framework DBT. Et enfin, ce que je highlight en violet ici, ce sont toutes les intégrations de données de logiciels tierces. Donc ici, on a par exemple Salesforce, Stripe, etc., avec des outils d'ETL tels que Airbyte, Fivetran, etc., et des reverse ETL qui permettent de reprendre ces données dans le data warehouse et de les réenvoyer dans d'autres logiciels tierces. Donc ça, c'est des logiciels qu'on n'a pas vraiment, mais qui vont venir puisque finalement notre système d'information chez TIDS, la boîte est assez jeune et a été construit autour de notre métier, qui est la publicité. Mais de plus en plus, l'entreprise s'enrichit avec des logiciels tierces, notamment pour la finance, pour les RH, etc. Et ces logiciels tierces ont des besoins de données. Tous ces départements de l'entreprise ont besoin de faire de la BI et aimeraient utiliser Looker pour pouvoir analyser leurs données. Donc c'est des choses qui vont venir aussi dans les années à venir pour TIDS. Et les projets à venir pour le gros de notre stack de données, c'est ça. Aujourd'hui, on a un lac de données et un entrepôt de données. Le lac de données, c'est la combinaison de S3 pour le stockage et Spark EMR pour le requêtage de ces données. Et on a de l'autre côté un entrepôt de données, donc là, avec une technologie très puissante et managée de Google qui est BigQuery. Mais finalement, on se rend compte que les deux ont une certaine redondance. Et d'une part, le lac de données manque un peu de fonctionnalités qu'ont l'entrepôt de données, notamment des fonctionnalités de transaction, de pouvoir sortir la donnée, etc. Donc là, on a un projet à venir qui est la mise en place du format Iceberg, qui permet de rajouter des métadonnées aux fichiers qui sont stockés dans S3 et d'apporter des fonctionnalités qui ressemblent beaucoup plus à un entrepôt de données. Et une fois qu'on aura Iceberg sur le lac de données, on va quand même se poser la question qu'est-ce qui, pour chaque, on va dire, cas d'usage, est-ce qu'on doit le mettre dans le lac de données, est-ce qu'on doit le mettre dans l'entrepôt de données, ce qui permettra de rationaliser un peu et d'éviter d'avoir des doublons et d'avoir une véritable stratégie cohérente pour mettre la donnée d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions, je serais ravi de les prendre maintenant ou par la suite. Alors juste, on va pas... Bon, on va pas pouvoir prendre trop de questions parce qu'il y a une pause de 10 minutes.
c'est la keynote de fermeture. Donc, il y a des questions déjà ou pas? Parfait. Est-ce qu'il marche ici? Oui, il marche. Bonjour. Avant de choisir Looker, vous avez hésité avec quels autres outils? Ouais, on a passé pas mal de temps, on a regardé des outils comme Tableau, ClickSense, Mode Analytics et Holistics. Des outils comme Tableau et ClickSense, c'est des outils qui sont très populaires, ils sont très beaux pour la visualisation de données, c'est très puissant, mais par contre, ils sont pas terribles pour requêter directement la donnée sur les data warehouse. C'est des outils un peu, je dirais, un peu d'une autre époque où en fait on chargeait la donnée dans ces outils-là, puisque à l'époque on n'avait pas de data warehouse très puissant, donc on prenait les données, on les chargeait dans ces outils de visualisation, et après tout se faisait dans ces outils-là. Et en plus, Looker, ce qu'il apporte, c'est tout ce qui est configuration as code et gouvernance, sécurité, etc. Donc on a beaucoup aimé Looker pour ça. Par exemple, Mode Analytics a un data warehouse et un ETL intégré, ce qui est vraiment bien pour commencer, mais c'était redondant avec nous. Et sinon, un autre outil qui était Holistics, qu'on a beaucoup aimé, qui ressemblait beaucoup à Looker, mais qui était une entreprise assez jeune, donc on a trouvé que l'outil manquait un peu de maturité.